Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Philippe Thiel, ancien vice-président de la Chambre correctionnelle de Chaumont. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes Monsieur Pavel. Et donc vous, madame, vous êtes l'interprète ? Je suis l'interprète auprès de la Cour d'appel de Paris. Bon, à toute fin utile, je vais vous demander de prêter serment. Vous levez la main droite et vous dites « je le jure ». Je le jure. Donc, monsieur est poursuivi pour avoir, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, frauduleusement soustrait, c'est-à-dire volé, 10 bons au porteur au préjudice de madame. Ces 10 bons au porteur étaient d'une valeur unitaire de 10 000 francs. 10 000 francs, ce qui représente environ 15 000 euros à l'heure actuelle. Sans parler des intérêts que ces bons ont dû générer. Il n'a pas de casier judiciaire en France, apparemment pas en Europe. On n'a pas demandé le casier interconnecté européen, mais apparemment pas. Alors, moi, ce que je souhaiterais savoir de lui, c'est d'abord sa profession. Que fait-il actuellement ? Il est mécanicien. 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 Nie pracuję teraz w garażu, to jest mój zawód wyuczony. Teraz pracuję jako... Actuellement, en fait, c'est son métier. Mais malheureusement, pour l'instant, il ne travaille pas en tant que mécanicien. Mais là, il construit des saunas. Des saunas ? Oui. D'accord. La victime, elle est sa tante ou tante par alliance ? Est-ce qu'il peut me définir son lien de filiation, de parenté avec elle ? C'est la sœur de sa mère. D'accord. Et elle est venue en France il y a longtemps, alors ? I ona przyjechała dawno temu do Francji, tak? Kiedy przyjechało, to nie wiem, to musi... Ale dawno chyba tak. Il pense qu'il y a très longtemps, mais il ne sait pas très précisément. D'accord. Donc ils se sont retrouvés après la chute du communisme. I pozwoliło wam po upadku komunizmu, pozwoliło wam to się odnaleźć, tak? Pana przyjazd tutaj do Nie, Francji. bo jeszcze przed komunizmem, zanim komunizm upadł, ona przyjeżdżała do Polski i ja tu byłem pierwszy raz. Il est venu pour la première fois en France quand il avait 5 ans. Et la dame, elle venait en Pologne bien avant 91-92. D'accord, il y avait une relation quand même qui s'était maintenue entre eux. Była zachowana relacja rodzinna, tak? Oui, absolument. Il a des frères et sœurs ? Czy ma pan braci i siostry? Siostrę. Une sœur. Il a une sœur. Une sœur qui apparaît dans le dossier, justement. Siostra, która pojawia się w dossier. Tak. Oui. Et avec cette sœur, il a des bons rapports ou il est fâché ? Jest pan pogniewany z siostrą, czy ma pan dobre układy? Nie jestem pogniewany, ja mieszkam w Belgii, ona mieszka w Polsce. On n'est pas fâché, tout simplement, j'habite en Belgique et elle est en Pologne. Il s'est installé en Belgique, apparemment, depuis combien de temps ? Kiedy dokładnie pan zostaje już na stałe w Belgii? 3 lata temu. Il y a 3 ans. Alors, les faits tels qu'ils apparaissent judiciairement, ils font suite à une plainte qui est déposée par votre tante pour le vol de ces 10 bons de capitalisation. Ces 10 bons qu'elle avait contractés auprès de la Poste française. Ce sont des bons au porteur. Elle les a contractés en 1992 avec ses économies. Et elle ne les a plus retrouvés fin 99, début des années 2000. Elle a cru les avoir égarés à la suite d'un dégât des eaux dont elle avait été victime
dans les suites d'une tempête qui avait ravagé la France en décembre 1999. À toute fin utile, elle avait fait opposition sur le paiement de ces bons jusqu'à ce que le 6 décembre 2001, elle reçoive une lettre recommandée de Prévipost, qui est une filiale de la Poste, l'informant d'une demande de rachat de ces bons était parvenue à cet organisme. Alors, il s'est avéré qu'il y a eu une chaîne de 3 détenteurs successifs. Le plus ancien, celui qui a mis en circulation, si on peut dire, ces bons aux porteurs, c'est un garagiste, vendeur automobile, et il a expliqué que ces bons aux porteurs lui avaient été remis en règlement du prix d'achat d'une voiture, en l'espèce une BMW, par un Polonais qui a prétendu s'appeler Pavel et qui, pour crédibiliser le fait qu'il était détenteur de ces bons aux porteurs, a alors prétendu avoir hérité de ces bons aux porteurs d'une tante résidant en France. Vous pouvez nous dire approximativement à quelle époque vous avez été amené à rencontrer votre tante dans les années 90 et début 2000? C'était en été 1999. Alors, l'été 1999, c'est la dernière fois qu'il la rencontre, la tante, ou il la voit encore d'autres fois après? Je crois que oui, la dernière fois. Bon, le vol a eu lieu à cette époque-là, entre 99 et 2000. Quand il est venu en été 99, il était seul, il était accompagné de sa sœur. Je suis venue avec ma sœur et ma femme. Et il sait où elle cachait ces bons du trésor, ces bons porteurs? Non. Bon, si c'est pas lui qui a volé ces bons porteurs, les éléments qui ont été évoqués auprès du garagiste impliquaient une connaissance fine de la famille, la tante, le rapport avec cette personne, votre nom, votre prénom. Sprzedający samochód wskazują na to, że to była bardzo bliska osoba. Musiała to być bardzo bliska osoba. Bliska, no. Jak któraś, która mogła o tym wiedzieć, ale nie bliska. No, przecież ja nie mam braci ani więcej, ani sióstr, prawda? Une personne intime, c'est pas sûr. En tout cas, une personne qui connaissait ma famille. J'ai qu'une seule sœur. Oui, mais justement... Vous avez indiqué en 2008 devant le juge d'instruction: quand je suis allé chez ma tante avec ma sœur, ma tante nous a parlé d'héritage, nous a montré tous les papiers concernant son testament et nous a montré ses bons. Nie wiem, czy tak było, czy powiedziałem, że pokazała mi te bony, bo raczej z tego, co jestem pewien, to rozmawiała z moją siostrą, a nie ze mną. A może przy rozmowie coś tam słyszałem. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy miałem te bony w ręku, czy nie, po prostu. Il ne se rappelle plus de cette déclaration. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est sa sœur qui était mise au courant de l'existence de ces bons, lui aussi, mais il ne peut pas dire qu'il les détenait, qu'il les avait entre ses mains. Bon, la sœur habite en Pologne, c'est ce que vous nous avez dit.
Oui. Elle avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le cadre de la procédure. Mandat d'arrêt infructueux, on n'a jamais, ou deux même. Kto? Pana siostra. Nie wiem. Il n'était pas au courant. Alors, le supplément d'information, il était principalement destiné à entendre le garagiste, mais il n'a pas été d'un très grand secours. On est revenu sur ces déclarations d'origine, parce que... Alors, voilà ce qu'il avait indiqué. Il est exact que j'avais en ma possession 10 actions de 10 000 francs français. Je les ai obtenues en vendant ma voiture, une BMW série 7, à un Polonais. Il m'a dit qu'il en aurait hérité d'une tante en France. Alors, il ne se rappelait pas tout de suite du nom du Polonais avec qui il avait eu affaire. Il est précisé dans le procès-verbal qu'il appelle son comptable pour connaître le nom de ce Polonais. Et après cet appel téléphonique, il précise qu'il s'agit de Pavel. Alors, la commission rogatoire qui a été adressée en dernier lieu en fin 2010 et qui a été exécutée dans le courant au début 2011 avait pour objectif notamment de requérir auprès du garagiste les documents contractuels de la vente de cette fameuse voiture pour vérifier à l'examen des écritures, des signatures, si ça pouvait être vous qui aviez passé les actes. Le garagiste a indiqué qu'il n'avait plus les documents contractuels. Il a été procédé à l'initiative des enquêteurs à une forme de confrontation photographique et il n'a pas été possible pour le garagiste de reconnaître monsieur. Il précise que les faits sont trop anciens pour qu'il puisse s'en souvenir ou reconnaître des acheteurs éventuels. Cette dame est accompagnée par qui? Vous êtes des parents? Oui. Vous pouvez approcher? Bonjour madame. Donc ça, vous êtes la victime, hein, c'est cela? Oui. Voilà. Asseyez-vous madame, allez vous asseoir, on vous entendra. Asseyez-vous. J'entends. Asseyez-vous s'il vous plaît. Voilà. Madame, puisque vous êtes là, est-ce que vous avez eu une explication à ce vol? Si on excluait la culpabilité de votre neveu. Vous entendez, madame? Vous n'avez pas entendu? Alors, approchez encore. Vous la voyez sans trop de problème pour aller voir la Oui. Si on disait, je vais essayer de traduire. Madame, si on disait que c'était pas... Que c'était pas lui. Oui, qui avait volé, pourquoi, qui c'est qui aurait pu faire ça? C'est ça que... Voilà, tout à fait. Vous avez devant vous, monsieur le juge, en chair et en os. C'est bien mon neveu. Non, mais ça, on n'en sait rien, madame. C'est bien mon neveu. Il dit des mensonges. Il le sait qu'il dit des mensonges. Puisque quand je lui ai demandé pourquoi il ne veut pas dire la vérité quand il est venu à la première audience, il m'a répondu que la vérité, il n'est pas obligé de la dire et que personne l'obligera de dire. Il le sait ce qu'il a fait. C'est mon neveu, c'est mon cher neveu du temps. Est-ce que vous n'avez pas pensé, madame, que ça puisse être quelqu'un d'autre? Non. Et parmi les quelqu'un d'autre? Jusqu'à que j'ai eu des nouvelles que
mes bons se trouvaient en Belgique, j'aurais accusé n'importe qui, sans lui. Mais maintenant, dès que j'ai su que la banque m'a écrit qu'un Belge a demandé qu'a déposé les bons et qu'il a demandé l'argent, tout de suite, j'ai compris que c'était mon neveu. Et c'est bien lui, c'est pas un autre. Bon, attendez, madame, je vais vous poser quelques questions sur votre nièce. Oui. Parce que votre nièce, c'est quelqu'un qui apparaît dans le dossier, mais qu'on n'a jamais entendu. Bon. Ben pourquoi? Bon, alors, attendez, votre nièce, que fait-elle dans la vie? Ben, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je n'ai pas de nouvelles depuis 10 ans que je n'ai plus de nouvelles. C'est bizarre que vous n'ayez plus de nouvelles depuis 10 ans. Comment? Vous trouvez ça normal que vous n'ayez plus de nouvelles d'elle depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis la date du vol, pratiquement? Depuis la date, quand j'ai téléphoné et que j'étais volée, elle m'a dit « Oh, t'as pas l'air bien, t'es pas malade ?» Ben, j'ai dit « Je suis plus que malade. Je vais te dire que j'étais volée. Par qui d'en haut? Ben, j'ai dit « Si tu me le disais, je pourrais te répondre. » Mais j'ai dit « Je ne sais pas. Je ne sais pas par qui j'étais volée. » Et jusqu'au monsieur le juge, jusqu'au que la banque m'a prévenu que c'était un monsieur belge, alors là... Bon, attendez. Il y a d'autres possibilités. Parmi les autres possibilités, ce vol aurait pu être commis par votre nièce avec des complices polonais, je ne sais par exemple. En tout cas, c'est possible. C'est lui qui les a amenés en Belgique. C'est lui qui l'a donné au garagiste. Le garagiste, il a dit qu'il avait des bons qui venaient d'une tante en France en guise d'héritage. Je ne suis pas morte. L'héritage, il y en aurait eu si je n'ai pas dépensé. Madame, à l'époque du vol, est-ce que vous avez reçu d'autres jeunes Polonais, à part votre nièce et votre neveu? Non. Personne d'autre? Non, monsieur le juge, non. Elle ne connaît personne du tout, personne à part lui. Et puis aujourd'hui, quand on veut lui donner raison, c'est pas possible, monsieur le juge. C'est pas possible. Mais vous allez les récupérer, vos bons, madame. Vous allez les récupérer. Ce qu'il a fait, mon neveu, c'est ma sueur, c'est mes privations. C'est mon travail que j'ai mis de côté. Oui, mais c'est pas... mis de côté pour ma vieillesse. Ce ne sont pas toutes vos économies, là. Ce ne sont pas toutes vos économies, là, quand même. Est-ce que ce sont toutes vos économies? Toutes mes économies. Bon, on a bien compris. Reposez-vous, madame. Vous pouvez rejoindre votre place. Hein? Voilà. Bon, est-ce qu'il souhaite nous dire autre chose? Excusez-moi, monsieur le juge. Entre-temps, il a apporté quelques explications. Oui. C'est à vous de voir. D'abord, il a parlé de sa sœur en moment. En fait, il commentait ce que la dame disait. Donc, il a dit à un moment donné que il n'est plus du tout en contact avec sa sœur, comme la dame d'ailleurs, et dans le sens où elle ne veut plus lui parler. C'était la première. C'est sa sœur qui ne veut plus parler à qui? À son frère? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et qu'il aimerait avoir également une confrontation avec cette personne qui l'accuse, pour qu'elle puisse dire que c'est vraiment lui. Il n'y a personne qui l'accuse. Hein. Il n'y a personne qui l'accuse directement. C'est ce qu'il dit. Non. Bon, écoutez, on va clôturer là les débats, l'instruction à l'audience. Vous pouvez aller vous asseoir sur la banquette. Bon, la partie civile, la parole. Oui, Monsieur le Président, je vais essayer d'être simple. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette affaire, hein? Il y a des évidences et il y a des choses qui sont moins évidentes. Lorsqu'il va être convoqué devant le juge d'instruction, il va être convoqué plusieurs fois. Il n'y a pas, mandat d'arrêt, etc. On l'arrête par hasard ou par erreur à la frontière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est incarcéré, il est cloué. Il est innocent, mais il est tellement innocent qu'il ne dit même pas. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Je ne sais pas pour combien de temps je serai condamné. Hein. Il est possible que pour me condamner, ils ne doivent pas avoir les preuves. Hein.
quand je lui ai dit au revoir, je pensais que je ne la reverrais jamais, etc. Et sa femme qui lui répond, on peut tout régler, j'ai de très bons pressentiments, etc. C'est l'attitude d'un innocent. Il écrit à sa famille, hein, je vous souhaite beaucoup de bonheur et pardonnez-moi pour tout. Il a peut-être commis quelque chose dans sa tête qui ne va pas bien. Alors il y a l'attitude, il y a les éléments objectifs du garagiste, vous avez l'attitude de monsieur dans son propre comportement, qui ne conteste pas son innocence. Il ne crie pas, il n'en parle pas. Au contraire, il prépare sa famille à une séparation, il prépare sa femme à la quitter et lui demande pardon. Mentalement, j'ai quelque chose qui ne colle pas. Et on va aller plus loin, je ne vois pas comment. Allez, la sœur grimée en homme qui se présente dans un garage pour acheter une BM, pour faire une facture au nom d'un tiers. Pourquoi faire ? Faire immatriculer le véhicule au nom d'un tiers ou au nom de quelqu'un d'autre. Quel est l'intérêt pour un tiers ? Quel est l'intérêt ? De récupérer une voiture, de rouler sous un faux nom avec une fausse adresse et une fausse identité. On a un problème. Le vrai problème, c'est qu'on est en train de jouer au boulanger. On veut nous rouler dans la farine, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'on a dans ce dossier-là ? On a un Pavel qui a abusé de sa tante pour prendre de l'argent bon, il a acheté une voiture, mais il aurait pu acheter une maison en Pologne ou autre chose, c'était pareil. Et il en a profité, parce que c'est quelqu'un qui est dans les voitures, qui s'occupe de voitures. Il vous l'a dit, je suis mécanicien, avant je travaillais dans les voitures. Alors on a quand même un faisceau de preuves, un faisceau d'éléments, quand même qui sont tous concordants pour dire que ce monsieur-là avait l'opportunité, il était chez la tante, la facilité, il savait où c'était, et l'argent et l'avidité qui était là. Il avait l'opportunité de le faire. Et il ne s'est pas gêné, il n'a rien laissé à la tante. Hein. Il a fait l'héritage, mais avant le décès. C'est tout, il a pris toutes ses économies. Alors cette dame, madame, il ne faut pas l'oublier, pour qu'elle récupère ce qu'elle veut, c'est récupérer, c'est bon. Hein, ça, je la comprends. Puis disant qu'elle court après, j'y crois encore. Elle a été abusée par son neveu. Il y a quand même un problème familial important et c'est pour ça que sa sœur, à lui, ne lui parle pas. C'est pour ça que sa sœur ne veut pas en entendre parler. Sa famille l'exclut un peu. Alors, moi, au vu de ces explications, qu'est-ce que je vous demande ? Je vous demande de déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Madame puis de déclarer Pavel coupable du vol, dédit bon. Donc, par voie de conséquence, reconnaître qu'elle est bien propriétaire de ces bons, éventuellement d'ordonner la main levée de l'opposition, parce que ça, vous pouvez le faire. Voilà, c'est tout. Pas de dommages à intérêt, pas d'histoire d'argent. Hein ? Et je crois qu'il faut régler le problème une bonne fois pour toutes, et pour de vrai. Très bien. Le ministère public a la parole. Madame le procureur. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal. Ce dossier nous montre, hélas, les limites de la coopération pénale internationale, puisque Commission rogatoire internationale à l'égard de la Belgique s'est soldée par pas grand-chose et qui a été complètement vouée à l'échec s'agissant des investigations du temps de l'instruction en Pologne, ce que l'on peut regretter. Simplement, et en ce qui me concerne, s'il est effectivement très facile de tenter de semer le doute dans cette affaire sur l'auteur, l'identité, en tout cas réelle, de l'auteur de ces faits de vol, force est de constater qu'un faisceau très sérieux de présomption converge directement vers sa personne. La victime est effectivement sa tante. Il convient quand même de rappeler qu'il s'agit d'une femme âgée qui est veuve et qui n'a pas eu d'enfant. Et que donc ses héritiers les plus proches sont monsieur et sa sœur. Puis vous avez cette visite qui coïncide avec la période des faits, 1999. Je ne sais pas si c'est ces retrouvailles familiales ou autre chose, mais force est de constater que la victime a fait état de l'existence de ces bons au porteur. Et force est de constater que ceux-ci ont disparu, ont été volés, parce qu'ils ont bel et bien été volés à cette époque. Une autre coïncidence, et au-delà des noms, des détails, des adresses différentes qui sont données, vous avez cette autre curieuse coïncidence d'un monsieur qui travaillait à cette époque-là précisément dans le domaine automobile en tant que mécanicien auto. C'est encore ce qu'on pourrait appeler une coïncidence, c'est moi ce que je considère comme étant tout autant de faisceaux d'éléments
justifiant une mise en cause et une condamnation, trop de détails ont été donnés. C'est pas une discussion de comptoir et de bistrot qui a pu faire que monsieur aurait lâché, entre guillemets, ces éléments à un individu mal intentionné qui ensuite aurait pris le soin de les répercuter pour l'achat d'un véhicule. Donc pour l'ensemble de ces éléments, je vous demanderai donc d'entrer en voie de condamnation et de prononcer à l'égard de monsieur une peine de 5 mois d'emprisonnement. Merci, Madame le procureur. Oui, Monsieur le Président. Alors moi, j'ai une conviction. Je vais la formuler de cette façon-là. Si je devais voler ma pauvre grand-mère, est-ce que vous croyez réellement que pour blanchir des titres, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour blanchir des titres, est-ce que vous croyez vraiment que j'irais donner mon nom? Et encore plus même mon adresse. Je veux dire, c'est complètement inconcevable. Hasard et coïncidence, nous a dit le parquet tout à l'heure. C'est bien, hasard et coïncidence. Lelouch en a fait un film. C'est très bien pour le cinéma. Mais le problème, c'est que ici, c'est pas hasard et coïncidence. C'est preuve et démonstration. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des courriers. Ah oui, s'il n'y a que ça. On va parler des courriers. Envoyer des courriers. Dans les courriers, il n'y a rien de compromettant dans ces courriers. Par contre, est-ce que ici, dans cette salle, quelqu'un peut dire ce qu'on ressent quand on est dans un pays étranger dont on n'appréhende pas la langue, et quand on a pour avocat quelqu'un qui essaye de faire ce qu'il peut, mais qui ne parle pas non plus une langue avec laquelle il peut échanger avec son client? Vous imaginez un petit peu la situation dans laquelle on se trouve. Et aujourd'hui, on vient donner du sens à quelqu'un qui se trouve placé dans cette situation. Moi, je vais vous dire, si vous voulez une hypothèse, je vais vous en donner une, et puis elle est tout aussi plausible que celle que le parquet a développée. C'est que quelqu'un a eu vent de l'existence de ces bons. Est-ce que c'est la sœur? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Peu importe. Est-ce que c'est la sœur qu'on a parlé à quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a aussi, je veux dire, on peut aller loin. Est-ce que quelqu'un qui va avoir vent de ses bons peut pas venir, peut-être de l'étranger, ou peut-être en visite, quelqu'un qui était dans la maison, qui était admis, qui était un proche, il s'empare des bons, il les fait peut-être d'ailleurs écouler par quelqu'un d'autre qui se présente et qui fait porter le chapeau à monsieur. Je crois que ça me paraît une hypothèse assez plausible. C'est pour vous montrer qu'on prend pince-mi, pince-moi, il y en a un qui tombe à l'eau, il reste l'autre. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que raisonnablement, quand on a ouvert le dossier, on a fait un mandat d'arrêt pour Madame Léva, puisque finalement, le faisceau initial, c'est le même pour l'un comme pour l'autre. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? Puis on a laissé tomber. On n'est finalement pas allé jusqu'au bout du raisonnement, et sans la moindre question, voilà comment quelqu'un bénéficie finalement d'un abandon de toute question, je dirais peut-être même pas de poursuite, mais de toute question. Et vous avez remarqué, on vous l'a dit tout à l'heure, curieusement, cette sœur qui s'est indignée du comportement de son frère, elle donne plus de nouvelles à sa tante. Elle n'est pas revenue la voir en France, elle donne plus de nouvelles à sa tante, et on vient me dire que c'est parce qu'elle a du respect pour sa tante et qu'elle a de la détestation pour son frère pour ce qu'il aurait fait. Non, je crois que ça ne peut pas correspondre à ce qui a été indiqué tout à l'heure. Alors, il y a une autre hypothèse qui peut éventuellement se faire jour. Il suffit de prendre, là encore, des procès-verbaux qui sont ceux de Madame. On lui demande s'il y a des personnes qui ont vu, en dehors des neveux, Pavel et Eva, les bons. On lui pose la question, qui était au courant que vous aviez ces bons? Il y avait mes neveux. La nièce d'Ormancet, mes sœurs, ma nièce de Pologne. Donc elle fait une différence entre les neveux, ceux qui sont en France et ceux qui sont en Pologne. Lorsqu'elle est venue chez moi, je lui ai montré les bons, je lui ai dit, des fois qu'il m'arrive un jour quelque chose, tu le sauras. Ça veut dire qu'il y a plus que Pavel et Eva qui savent où sont les bons. Où sont les bons? Les bons sont dans un coffre qui n'est pas fermé à clé, dans la salle à manger de la maison, avec d'autres papiers. Alors, j'en termine, et c'est ma dernière observation, avec le supplément d'information. Il n'existe aucun document administratif signé de la main de monsieur permettant d'établir qu'il a acheté un véhicule en Belgique auprès de ce garagiste, qui curieusement n'a pas de document ou n'aurait rien. Et moi, je dis que le tribunal a déjà eu à juger les affaires où des gens se font passer pour d'autres, a fortiori dans un contexte international, et qu'il est facile de faire endosser à monsieur le petit costume qui va bien pour récupérer des bons dans une procédure qui aurait dû être menée, je pense, à bien sur le plan civil. Je ne peux donc que conclure au renvoi des fins de la poursuite, monsieur le Président, mesdames du tribunal. Merci, maître. On va mettre l'affaire en délibéré. Vous avez une date à 15 jours, 3 semaines. 3 mai. Très bien, donc délibéré au 3 mai prochain. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable de délit de vol. Il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et devra verser à la victime 2 500 € pour le préjudice subi. Le tribunal a ordonné la mainlevée de l'opposition au règlement au porteur, permettant à la victime de récupérer ses bons. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si
Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Déborah Brown. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.